Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Tant que tu kiffes. Pour cet épisode, on est dans un format un peu plus interview. On y accueille Damien Maric, qui a bossé dans plein de milieux différents et qui nous a fait l'honneur de répondre à nos questions alors qu'on venait à peine de commencer notre projet. Oui, parce que petite précision, c'est le premier épisode qu'on a enregistré et on n'avait pas le même matos, donc on s'excuse d'avance pour les quelques problèmes de son. Dans cet épisode, Damien nous raconte son parcours, sa façon de penser, et on discute ensemble de nos doutes. On vous souhaite une bonne écoute. On est aujourd'hui posé chez moi avec Arthur et on a notre premier invité qui est Damien Maric. Bonjour, ça nous fait trop plaisir de t'avoir ici. Bonjour à tous les deux, merci de m'inviter, c'est très sympa. Merci. Enfin, moi je t'ai connu sur ton travail sur Bref, puis il y a eu les podcasts avec Navo sur Radio Navo, il y a eu pas mal d'interventions à la Nuit Originale, Oui. il y a eu le comité des reprises, Aussi. et récemment la chaîne du Bon Nerd que je suis pas mal. Aussi. Ouais. Voilà. Et donc la première question c'est un peu comment tu te définis professionnellement? Ah, c'est une bonne question, c'est difficile. C'est difficile parce que je pense que l'étiquette que j'ai aujourd'hui, c'est celle de producteur. C'est celle que l'on me donne de par les projets, que ce soit des concerts, que ce soit des chaînes internet comme La Veillée, Comité des reprises, Le Bon Nerd et autres. Donc, j'ai envie de me dire que je me définirais de la même manière, c'est-à-dire producteur. À côté de ça, je pense que la deuxième étiquette que je me mettrais dessus, c'est d'être curieux, d'être vraiment curieux. Tout m'intéresse, je vais creuser, du coup je vais me prendre de passion pour tel ou tel sujet et je vais avoir envie d'en faire quelque chose. Donc je vais essayer de le développer et des fois la forme dans laquelle le projet semble aller n'est pas forcément celle qui va être à la fin la forme attendue, quoi. Donc il m'est arrivé de certains projets, je pensais pas du tout que ça allait devenir une émission et d'autres je pensais que ça allait être une émission, c'est devenu une série. Voilà, c'est assez étrange, mais voilà. Ok. Donc en tout cas l'étiquette qu'on peut me mettre c'est celle de producteur aujourd'hui Et toi, et de créateur. Curieux. Ouais, curieux, curieux et hyperactif pour le moment. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petit, Damien? À 5 ans et demi, j'ai pratiquement su, enfin même tout de suite su de ce que je voulais faire. J'ai vu le film Les Dents de la Mer et je l'ai vu dans des conditions très particulières avec mes parents et ils ont fait en sorte que je n'ai pas peur. En disant, le compositeur compose, fait une musique, s'amuse à faire ça, le réalisateur s'amuse à mettre en scène ça, les acteurs jouent un rôle. Et en fait, le mot jouer, s'amuse, tout ça revenait souvent. Et j'ai pas du tout vu le film comme un film d'horreur, mais comme un divertissement. Et très vite, j'ai compris que c'est ce que je voulais faire plus tard. C'est-à-dire divertir, ne pas travailler, parce que je n'avais pas l'impression que ces gens étaient en train de travailler. Et j'ai su que je voulais me destiner à soit la réalisation, et j'ai gravité autour de ça par tous les métiers que j'ai pu pratiquer, et en tout cas dans le monde de l'audiovisuel. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Sur le long terme, je me suis retrouvé à faire des émissions, des chaînes de YouTube, ou voir même d'autres choses sur les concerts, ou même des séries télé, puisqu'on a fait des séries pour Canal+. Donc il n'y avait pas l'envie d'un métier. Je pense qu'à l'âge de 12 ans, il y a eu l'envie de la réalisation, ce que j'ai pu faire sur de nombreuses choses, mais j'avais d'autres envies aussi. La réalisation, il y avait un côté peut-être un peu trop artistique, et j'adorais le fait de pouvoir produire, de pouvoir accompagner un projet de A à Z. Et puis des fois, j'aime aussi avoir la casquette d'auteur. Et donc de pas forcément produire, de travailler avec un producteur ou de travailler avec un éditeur et d'ensemble d'essayer de faire en sorte que le produit soit le plus adapté au public et aussi le plus fidèle à l'idée que j'en avais à la base. Donc je pense que vraiment l'idée pour moi était de travailler dans l'audiovisuel jeune, ensuite d'en faire de la réalisation, ce que j'ai pu un peu faire, et puis après je suis passé à la production. Puis après, je suis revenu au côté auteur pour revenir à la production. Et puis des fois, là, je reviens auteur avec Malfos, par exemple, où je suis repassé aussi bien auteur que producteur. Mais
on t'a jamais dit qu'il fallait que tu trouves un métier sur lequel il fallait que tu te bases? Parce que là, tu es en train de m'expliquer que justement, tu voulais aussi faire autre chose que de la créativité, aussi dans la production. Mais moi, perso, quand j'étais petite, j'avais peur d'aimer plusieurs choses en même temps, parce que je savais qu'il fallait que je me spécialise dans une seule chose. Et est-ce que toi, tu l'as eu, cette peur? Oui, je l'ai eu, je crois, entre 12 et 14 ans, en fait, avec une conseillère d'orientation qui m'a très vite dit que on ne pouvait pas faire plusieurs métiers, mais qu'un seul métier. Et ça m'a fait beaucoup de mal à l'époque parce que c'est comme s'il y avait plein de voies possibles, plein de futurs possibles qui se ferment d'un coup, et de se dire que je vais pas pouvoir écrire un livre, je vais pas pouvoir faire tel projet ou tel univers, je vais pas pouvoir l'exploiter parce qu'il faut choisir un métier. Oui, ça a été très difficile, donc je dirais entre 12 et 14 ans, je sais plus l'âge que j'avais à ce moment-là, mais après 14 ans, j'ai eu une période vraiment down où je faisais pas grand-chose, où passais plus de temps à jouer qu'autre chose. Ça m'avait un petit peu... ça m'a conduit dans une sorte de voie de garage et bizarrement, ça m'a fait aimer l'école à partir du lycée. C'est-à-dire qu'à partir du lycée, on m'a dit on peut choisir ce qu'on veut faire. Et tout à coup, j'ai eu un regain d'énergie pour la scolarité. Et j'en ai eu encore plus en sortant de scolarité, jusqu'au moment où je me suis rappelé qu'il fallait choisir un métier. Et je suis revenu dans une sorte de voie de garage. J'avais 19 ans et je devenais liftier dans un restaurant. Donc du coup, je me disais que mon avenir, ça allait être ça en fait. J'arrivais pas à voir... je me disais j'aime trop de choses et apparemment c'est impossible de faire toutes ces choses-là et du coup à force d'aimer trop de choses et de vouloir faire toutes ces choses-là, il y avait cette expression qui dit qui trop embrasse mal étreint. Je me suis dit voilà, peut-être qu'il va falloir choisir une voie et au final la voie de la facilité c'était la voie de l'ennui, c'était la voie d'un job qui me plaisait pas du tout et ça a duré comme ça 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai eu un déclic et je suis parti à Los Angeles et là, ça a tout relancé. Et peut-être que la mentalité américaine, peut-être que le fait qu'on est dans un pays où on peut faire plusieurs choses. Les Américains, des fois, font plusieurs jobs et tout ça. Ça m'a reboosté. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Stephen King qui a fait qui était brève, hein, mais qui m'a permis après d'avoir les droits de cette nouvelle-là et de me dire c'est possible. Je suis revenu en France et en même temps que je travaillais sur Stephen King, je rentrais dans un magazine qui s'appelait le magazine Synopsis, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un magazine sur le scénario et je faisais donc mes études que j'avais reprises au même moment que le Stephen King que je développais, au même moment où je faisais du marketing chez Synopsis. Et je me disais, j'arrive à concilier les trois. Donc au fond, c'est que peut-être que je pourrais faire une 4e chose. Et la 4e chose, c'était jouer aux jeux vidéo. Donc je me dis, si ça avait été un projet, c'était la même chose. Et j'ai compris que je pouvais faire plusieurs petites choses comme ça. Et donc j'ai quitté Synopsis après et pour entrer à Zurban. Et Zurban m'a donné, c'était un magazine aussi qui a disparu, un magazine parisien, m'a donné l'opportunité de rencontrer des gens de plein de domaines différents. Du cinéma, du théâtre, de la production, de l'événement, de l'événementiel. Et donc du coup, toutes ces personnes que j'ai pu croiser, avec lesquelles j'ai gardé contact pour la plupart, du coup, beaucoup plus tard dans le temps, ça crée des projets, crée des relations plus fortes. Parce que du coup, moi, je me rappelle surtout de l'épisode de La Veillée où tu étais en train d'expliquer justement ta rencontre avec Stephen King. Et ça m'a hyper marqué parce que je me suis dit que c'est un peu un conte de fées, moi, je trouve. Parce que c'est incroyable de se retrouver dans cette situation et qu'en fin de compte, t'es à cet endroit au bon moment et que c'est comme ça que ta vie aussi, elle démarre. Et du coup, quand je parle de toi, parce que j'ai parlé un peu de toi du coup autour, en disant qu'on allait faire ce podcast, et à chaque fois, je raconte cette histoire et à chaque fois, tout le monde me regarde en mode « mais c'est incroyable !» Et comme quoi, en fait, il suffit... Alors, ce qui est marrant sur cette histoire de la veillée, et donc ce qui m'était arrivé, c'est que pour beaucoup, comme tu le dis, ça se termine sur un conte de fées. Mais si on regarde ce qui se passe avant, c'est pas du tout le cas. Parce que c'est vraiment... je suis parti à Los Angeles avec une idée en tête, qui était avoir les droits d'une nouvelle de Stephen King. Mais tout dans mon parcours ne m'y amène pas, en fait. C'est vraiment un coup de bol sur la fin. Mais quand on regarde le parcours, c'est vraiment... à n'importe quel moment, j'aurais pu prendre une autre voie qui m'aurait éloigné cet objectif-là. Et au final, pour arriver à cet objectif-là, je suis passé par des étapes très difficiles. Déjà à Fox, où je ne parlais pas du tout anglais, où je me retrouvais à pas comprendre ce qu'on me demandait, on me mettait dans un coin et je sentais que mon stage allait se terminer, que j'allais servir à rien. Warner, où j'étais au courrier, où je me disais mais c'est l'enfer et ce job jusqu'à la fin de mes jours, ça va être une prison. Ensuite, me retrouver l'assistante d'une nana qui était complètement folle et qui faisait tout
pour m'humilier, tout ça, pour arriver à décrocher un truc qui me commence à me plaire sur les plateaux d'une série télé, et pour de là avoir un coup de bol, d'entendre du bruit à côté, de voir des gens passer d'un stage à l'autre et de suivre et de me retrouver très rapidement sur un des stages de Warner où il faisait le tournage de Ligne Verte et croiser Stephen King à ce moment-là qui venait pour son anniversaire. Donc c'est vraiment le concours de circonstances qui m'a amené à ça. Et à chaque fois que j'y reprends, je me dis c'était plein d'obstacles, et à chaque moment j'aurais pu dévier de cet obstacle. J'aurais pu vraiment l'éviter. Mais là, je pense que voilà, l'aventure ne se serait jamais faite, je ne l'aurais jamais rencontré. Ensuite, voilà, j'ai eu les droits, je suis revenu en France, et la même chose, ça a été aussi un parcours de 1 an, je crois, 1 an et demi, voire peut-être 2, pour mettre en place ce projet. Voire peut-être un peu plus, je me souviens plus parce que ça remonte à loin, mais pour que ce projet existe et qu'il puisse se faire. Donc, mais je pense que, en tout cas, par rapport à mon parcours, quand on le regarde, c'est ce moment décisif. C'est pas le moment où je suis parti à Los Angeles, c'est ce moment décisif de Stephen King et de Frank Darabont, puisqu'il m'avait renvoyé après, un peu plus tard, les droits d'adaptation. Et je pense que le vrai tournant, c'est même pas la rencontre de Stephen King. Le vrai tournant, c'est la lettre de Frank Darabont. C'est-à-dire que quand je l'ai reçue à Paris, cette lettre, et qu'il y avait marqué voilà, les droits te sont remis, à ce moment-là, c'est là où tout s'est ouvert. Je me suis dit, ok, bah maintenant tout est possible. Si j'ai réussi à avoir Frank Darabont, tout ça, demain je pourrais avoir ça. Et donc je pense que c'est ça qui a ouvert la voie. Qui t'a fait te sentir légitime. Légitime et qui remettait en question tout ce qui avait été dit avant. C'est-à-dire que tout ce qui avait été dit de gens qui me disaient tu vas pas y arriver, de gens qui disaient tu dois choisir un métier, de tout ça, à ce moment précis, j'avais un objectif. Un objectif s'est vraiment clairement dessiné dans ma tête, et au moment où Stephen King s'est fait, un autre objectif s'est dessiné dans ma tête, c'est-à-dire de dire tiens, on a fait des effets spéciaux sur ce film, et ce qui a fait créer ma boîte d'effets spéciaux qu'on a gardée pendant 15-16 ans. Donc du coup, ça aussi, ça définit ça. Et cette boîte d'effets spéciaux m'a permis de rencontrer plein de producteurs, et de rencontrer plein de gens, et ainsi de suite. Donc, et de travailler sur Bref, et tout ça. Donc, je pense que vraiment, quand je repense à tout ça, je vois plein de briques qui se mettent en place dans le but d'un gros projet. Mais vraiment, à l'époque, je ne voyais pas cette finalité-là. Je ne voyais pas du tout qu'il y aurait des événements, tout ça n'existait pas. Mais ça m'y a amené, et ce qui m'a amené à faire énormément de choses différentes. Comment tu gérais tes doutes à ce moment-là, la question du doute À ce moment-là, comment gérer les doutes ? Je pense que la jeunesse fait que je n'en avais pas forcément. Ah ouais ? C'est-à-dire qu'il y en avait, bien évidemment, mais c'était pas insurmontable. Ce qui est assez paradoxal, c'est que, enfin, même contraire, c'est que aujourd'hui, le même projet à monter Stephen King, alors avec le parcours que j'ai, tout ça, ça me semblerait hyper dur à mettre en place. Parce que je me dis, voilà, faut une production, faut ci, faut ça, monter le truc. À l'époque, je pensais pas du tout à ça. Je me disais, le projet, allez, on y va, il existe. Je pense qu'il y a cette immaturité qui nous permet de surmonter beaucoup d'obstacles. Aujourd'hui, avec la maturité, on se dit, voilà, telle chose coûte telle chose. Donc, il va falloir mettre ça, le budget. On pense au budget. Quand j'étais plus jeune, je pensais pas du tout au budget. Je pensais pas du tout à réunir un budget. Il y en avait un, bien évidemment, mais je pensais pas du tout à ça. Et même le budget s'est mis magiquement en place, mais voilà, j'y pensais pas. Je pensais pas à toute la galère que c'est de monter un film. C'est tellement compliqué de monter un film que voilà, je pensais pas à tout ça. Voilà, aujourd'hui, je me dis refaire la même chose. Alors que je fais des trucs plus durs, on a fait des trucs beaucoup plus compliqués, mais voilà, je me dis l'insouciance, l'immaturité, la force de la jeunesse. Je pense que c'est ce qui a fait que j'avançais plus vite. Plus vite. Parce que tu vois, par exemple, moi je me vois à 19 ans, donc c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 3 ans. Enfin pareil, moi j'avais cette ambition de bosser dans l'audiovisuel, et j'avais un gros blocage dans le fait de faire des choses. Alors que pourtant je pouvais me sentir légitime, parce que c'était les études que j'étais en train de faire, et tout ça, mais tu vois, cette insouciance dont tu parles du faire et d'une sorte de fougue, c'est un truc que... Je pense qu'à partir du moment où on avait initié le premier pas, il y en avait un second qui arrivait, un troisième, un quatrième, et du coup, je laissais faire les choses. Je pense que vraiment,
J'avais en plus, il y avait 3 petites choses que maintenant quand j'y pense, je me souviens de 3 choses importantes. C'est que dès que j'avais une idée ou un projet, j'en parlais énormément. Et donc le fait d'en parler faisait que je partageais ce projet et d'autres personnes étaient du coup un peu attentives en me disant j'aimerais bien faire ça avec toi, j'aimerais bien me greffer. Il y en a d'autres qui disaient non c'est pas bien là. Mais en tout cas il y avait un petit pool de personnes qui étaient intéressées. Ensuite le deuxième truc important c'est une fois d'en parler c'est je mettais une date dans le temps. Je me disais on va le faire à tel moment. Et ensuite une fois que j'avais mis cette date on faisait ce premier pas. Et ce pas faisait que quelque chose allait exister. Quoi, comment, pourquoi, voilà. Mais quelque chose allait exister. Et je pense que c'est ça qui a fait que d'un coup, tout devenait un peu plus clair pour moi, en fait. Ça me rassure parce que c'est un peu ce que j'ai fait avec Phil Familia quand j'ai lancé du coup mon premier projet et que je voulais justement en parler autour pour déjà montrer ce que je faisais de ma vie, mais aussi parce que en parlant aux gens autour, j'ai pu m'entourer de bonnes personnes. Si j'en avais pas parlé autour, j'aurais fait ce projet toute seule. Et parce que vu que j'avais 21 ans quand je l'ai créé et que c'était mon premier projet et que personne autour de moi en avait aussi, j'aurais pu me dire je peux le gérer toute seule. Mais je comprends un peu cette idée d'insouciance parce que c'était il y a 1 an que j'ai créé Phil Familia. Et il y a 1 an, je pensais que c'était le truc le plus facile du monde à faire. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui me font « Ouais, j'ai lancé mon projet », je suis en mode « Bonne chance !» Ça va bien se passer, c'est horrible, mais ça va bien se passer. Ouais, il y a plein d'étapes, il y a plein de choses. Mais l'insouciance fait qu'on ne pense pas à toutes ces étapes, on les franchit. Un obstacle n'en est pas un forcément à l'époque. Enfin, quand on est plus jeune. Aujourd'hui, pour moi, un obstacle est un obstacle à franchir. Bizarrement. Ouais. Okay. Malgré l'expérience. Peut-être parce que je vise des projets plus compliqués, peut-être parce que aujourd'hui un projet à l'époque, on pensait pas forcément, l'argent ne dominait pas le projet. On était avec des acteurs qui travaillaient pour rendre service, l'équipe était là, voilà. Aujourd'hui, faire un projet, c'est forcément l'acteur, il travaillera pas gratuitement. Voilà, on va faire ça de manière pro. Voilà, à l'époque, il y avait peut-être justement un côté amateur aussi, qui faisait que on se lançait tous et puis on avait tous le même âge, donc on avait la même. Voilà, quand on est plus vieux, c'est plus dur de. C'est pour ça que vraiment l'esprit de la jeunesse, c'est l'esprit que j'aime le plus parce que c'est l'esprit où tout est possible en fait. Je pensais pas aux contraintes moi, à l'époque. Ouais, puis peut-être aussi, je sais pas, moi il y a beaucoup de se comparer aux autres aussi dans le fait de lancer des projets. Et c'est peut-être que on le voit plus aujourd'hui avec Internet, mais il y a plein de jeunes qui font des trucs très très tôt. Et du coup très vite il y a un sentiment d'être en retard et de pas avoir fait ce qu'il fallait au bon moment. Aujourd'hui, moi, à mon époque, quand quelqu'un faisait un court-métrage, ça allait au spécial de Clermont-Ferrand, et trucs comme ça. C'était aujourd'hui un court-métrage. Le court-métrage, j'ai l'impression d'en voir moins, bizarrement, qu'à mon époque, parce que justement, il y a Internet, il y a YouTube, et YouTube permet à tout le monde de faire des choses. Et puis il y en a qui se démarquent, d'autres qui se démarquent pas. Et puis quand il y a un court-métrage qui est vraiment bien, tout le monde le voit, il est partagé partout. Mais voilà, le court-métrage, à l'époque, c'était une sorte de petite carte de visite. On faisait un court-métrage pour se faire repérer. Aujourd'hui, un youtubeur, sans jamais avoir fait de cinéma, se retrouve demain à faire un film. Ouais. Parce que sa notoriété, parce que tout ça. Donc, il y a un côté, même chose, ça s'est industrialisé en France à l'époque. Le cinéma français, même si reste un art, voilà, mais il y a quand même beaucoup plus de comédie aujourd'hui que j'en avais vu fut un temps. Il y a beaucoup plus de films. Quand on regarde tout autour de nous, la BD s'est industrialisée. Là, le jeu de société s'est industrialisé. Il y a énormément de jeux. Moi, à l'époque, en 2005, je me souviens, on attendait le prochain jeu de Days of Wonder et on se disait, waouh, ce jeu va être génial. Dès qu'un jeu sortait, on y jouait. Il y avait 50 jeux par an. Aujourd'hui, il en sort 1 par jour, voire 2 par jour. C'est la même chose pour les apps mobiles. Au départ, quand une app mobile sortait, il n'y en avait pas énormément. Puis maintenant, il y en a plein. Des chaînes YouTube, quand YouTube est arrivé, même 5-6 ans après, il n'y en avait pas des masses. Ça s'est démocratisé beaucoup plus tard. Et puis tout d'un coup, là, c'était tout le monde crée sa chaîne YouTube. Et vous avez des chaînes YouTube qui ont 100 vues, 200 vues, et puis d'autres qui montent plus. Il y en a qui s'accrochent, d'autres qui ne s'accrochent pas, d'autres qui changent leur truc. Voilà, c'est plus du tout la même chose. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la comparaison, à l'époque il n'y avait pas Internet, ou très peu, il y avait juste les mails, il n'y avait pas cette comparaison qu'on a aujourd'hui de dire tiens, un mec de mon âge aujourd'hui a 3 millions d'abonnés et c'était pas du tout les mêmes problématiques. On était plus sur des problématiques de projet et de présenter quelque chose. Oui, de toute façon, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Oui, je pense. Du coup, tu nous as expliqué que c'est tes parents qui t'ont un peu donné ce goût du cinéma. T'avais quel âge quand t'es parti à Los Angeles ? 19 ans.
Et tes parents, ils en pensaient quoi quand t'as dit je pars à Los Angeles comme ça à 19 ans? Au départ, je suis pas parti en me disant que j'allais y rester sur une période de 2 ans. Au départ, je suis parti sur une période de 2 mois, 3 mois, puisqu'on ne pouvait pas y rester plus. Et je n'avais aucun visa pour y rester plus de 3 mois. C'est une fois sur place que les opportunités ont fait que, pour avoir c'était un J1 ou H1, j'ai oublié, qui était un visa de stagiaire, hein, ni plus ni moins. Il fallait revenir en France, aller à l'ambassade américaine à Paris, je crois qu'il est du côté de Concorde, pour avoir le... Mais à l'époque, il me suffisait de passer une frontière, donc Tijuana ou Vancouver, pour revenir et rester plus longtemps, et que le visa se relance. Donc c'était assez simple. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est. Est-ce qu'il faut vraiment laisser une période, un battement entre un truc et l'autre? Et puis X-Files se tournait à Vancouver avant de revenir à Los Angeles, parce qu'ils avaient tourné à Los Angeles, puis après ils sont partis à Vancouver pour revenir à Los Angeles. Donc moi c'était la bonne période, c'était le bon truc. Donc j'avais l'appartement, j'étais en coloc, ça me coûtait pas si cher que ça. J'étais stagiaire, je continuais un peu mes études. Donc au fond, voilà, ma sœur a fait la même chose. Hein. Ma sœur, ça fait 9 ou 10 ans qu'elle est à Montréal. Elle est partie du jour au lendemain comme ça. Voilà. Elle y vit depuis 10 ans. Et au départ, ça devait être juste pour 3 mois. Ça fait 10 ans. Donc, il n'y avait pas trop d'angoisse, je pense, à partir du moment où tout allait bien. Le boulot marchait bien. Je n'étais pas là-bas tout seul à traîner dans les rues, quoi. Il y avait un véritable objectif qui s'était mis en place. Donc, voilà. Okay. À quel point eux, ils t'ont accompagné, même dans tes choix de parcours Est-ce que eux te mettaient de la pression par rapport à ce que tu devais faire plus tard il y avait plus. Moi, j'ai plus de souvenirs d'un accompagnement sur l'imaginaire, sur toutes ces choses-là, toutes ces choses que je trouvais géniales. Et c'était que ce soit le cinéma ou je regardais énormément de dessins animés. J'avais vraiment une liberté totale, même le jeu vidéo, tout ça. Donc, ce qui me permettait de vraiment vivre de cette passion-là. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on me disait, bon, joue pas trop parce que ça va pas te donner à manger demain. Regarde pas trop la télé parce que ça va pas te donner à manger demain. Et ce qui est aujourd'hui l'inverse. Mais je pense que ça a généré une passion. Et cette passion, du coup, je l'ai utilisée pour en vivre aujourd'hui. Et c'est tout bête, hein. Franchement, les effets spéciaux, j'y connaissais rien. Et j'y connais pas plus encore aujourd'hui. C'est juste que j'avais envie de faire ça et je suis arrivé à un moment donné où je voyais pas grand chose. Je voyais de grosses sociétés faire, à part des très très grosses, mais pour les émissions télé, pour les séries télé ou téléfilms, je voyais pas des super boîtes pour faire ça. Donc je me dis, on est capable de le faire. Donc je suis arrivé au bon moment. Aujourd'hui, ça s'est tellement démocratisé, l'indépendance, le régime indépendant fait qu'il y a énormément de graphistes qui, du coup, proposent leurs services à des productions et font ça eux-mêmes. Ouais. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas encore ça. Donc je suis arrivé vraiment à un bon moment et j'en ai fait un de mes business pendant 15 ans. Voilà, donc mes parents, ils ont laissé faire. Je pense qu'à un moment donné, ils se disaient, bon, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais ça a l'air de lui réussir, donc laissons-le faire. Okay. Voilà, naturellement. Ça, c'est pas... j'ai pas eu de frein. Je pense que c'est important quand on est parent de ne pas forcément freiner l'enfant. Oui. Parce que s'il voit sa voix, s'il l'a saisi, s'il sent que c'est ça, le freiner, c'est de le faire bifurquer ou de le faire stagner. Alors que s'il va au bout et que ça lui plaît pas, il changera de lui-même ou il reviendra en arrière. Mais de le freiner, je pense que c'est vraiment lui faire perdre du temps. Oui. On sait très vite ce qui nous attire. Certains, c'est les médias, d'autres, c'est la médecine, d'autres, ça, on sait très vite ce qui nous attire. Donc, très rapidement, on va se préparer, on va se former naturellement à ça, de par la passion, de par les lectures, de par les choses qu'on va apprendre, et on va se rapprocher de ça. Donc, tu vois, on peut sentir très vite ce qui nous plaît, mais on peut avoir plein de choses qui nous plaisent, et faire un choix peut sembler compliqué, je trouve, au début. Je voulais pas faire de choix, moi. Ouais. Vraiment, je voulais pas en faire. Ça, c'est... En fait, une passion était plus forte qu'une autre à ce moment T. Et très vite, il y en a une autre qui était une passion importante, puis après une autre, et puis en fait, j'ai laissé vraiment les passions s'exprimer. Et donc, je suis rentré, vraiment, quand j'ai réfléchi, il y a eu la mise en scène, mais je m'intéressais beaucoup à la presse à un moment donné. Donc, Urban Synopsis et Urban. Puis après, ça ne m'intéressait plus du tout. Donc, je me suis intéressé à la publicité, à tout ça. Donc, j'ai pu travailler dans ce domaine-là. Puis après, je me suis intéressé vraiment aux effets spéciaux, bizarrement. Je me dis, j'adorerais faire ça en France. Boum, on a fait ça pendant 15 ans. Mais en même temps que je faisais pendant 15 ans ça, je m'intéressais à l'écriture. Donc, il y a eu un livre qui est sorti. Je m'intéressais aux jeux de société.
Donc j'ai laissé les passions prendre la place qu'elles devaient prendre dans ma vie. Ouais. Et du coup, je les ai accompagnés avec ce que je savais, et puis les bons contacts au bon moment qui viennent vers nous en me disant bah tiens, ça me plairait de travailler avec toi, ça me plairait de t'accompagner là-dessus, et puis voilà. T'as senti que t'as galéré à un moment? Parce qu'on dit souvent, enfin, tu vois, dans ce genre de milieu, l'audiovisuel, prépare-toi à galérer ou ça va pas être facile. Je sais pas. Il y a le seul moment où j'ai galéré, vraiment pour moi, le seul moment où je sens que j'ai galéré, c'est ce moment où, en sortant de l'école de Cinoche, j'avais pas de projet bien défini. Et c'est ce moment où j'ai accepté d'être liftier. Ok. Voilà, c'est ce moment-là. C'est-à-dire que je suis sorti de l'école avec le diplôme, tout ça. Je continuais d'autres études à côté, mais je me disais, voilà, est-ce que je veux être réalisateur, mais il faut un court-métrage, il faut le faire, il faut le monter. Et en fait, soit il y avait des postes clés où on pouvait bosser, assistant script, assistant réal, ou je sais pas quoi. Mais voilà, je tendais pas vers ça. Je voulais pas être technicien. D'accord. Donc du coup, c'est ce moment-là où mon passé m'a rattrapé. C'est-à-dire ce moment où l'éducatrice, enfin le conseillère d'orientation nous disait on peut pas faire tous les métiers. Et je pense que c'est ce moment-là où je suis revenu en arrière et j'ai stagné pendant pratiquement 1 an, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai un déclic et je me dise ok, j'ai perdu ces 1 an, enfin pour moi je les avais un peu perdus, je pars à Los Angeles. D'accord. Et partir à Los Angeles, ça a tout réaccéléré. Ouais. Tout, intégralement tout. Parce que j'étais en terre inconnue, je savais pas ce qui allait se passer. Voilà, fallait pas survivre, mais pas loin, quoi. Il fallait vraiment. J'ai décuplé de l'énergie et je pense que cette énergie, elle a convaincu certaines personnes de se dire bon, il en veut, il a envie de bosser, allons-y. Et c'est ça qui a fait que voilà, j'ai passé ces petits obstacles, et quand je suis revenu à Paris, je me sentais beaucoup plus fort. Et du coup, d'ailleurs, je me suis fait embaucher à Synopsis parce que c'est tout bête, hein, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, il fallait que je trouve un job en revenant à Paris. Dans ma boîte aux lettres, il y avait une offre d'abonnement pour Synopsis, je les ai appelés, je dis embauchez-moi parce que je peux vous faire remonter vos ventes. Et ça les a fait marrer, ils m'ont reçu et voilà, ils ont accepté. Putain, aujourd'hui, je ferais jamais ça. Je dirais embauchez-moi, je vais remonter vos ventes. Mais il y avait vraiment cette innocence, voilà, et un mélange de stupidité, d'innocence et de courage mélangé, et qui faisait que quand j'arrivais, on se disait il est marrant, allez on l'embauche, on voit ce qui se passe, et puis ça marchait bien, il disait il fait bien son job, et puis après je partais ailleurs, et voilà. Donc pour répondre à ta question, peut-être que ce moment de galère, ça a été ce moment où en fait, c'est pas de la galère, parce que je n'étais pas en galère, j'avais pas besoin d'argent, tout ça, j'étais avec mes parents, tout ça, mais c'est peut-être ce moment où je ne savais pas ce que j'allais devenir et ce que j'allais faire. Et je pense que c'est ce moment où j'ai pris un job qui ne me plaisait pas, que j'ai compris que je ne voulais pas ça. Et le fait d'avoir compris ce dont je ne voulais plus m'a tout de suite orienté sur ce dont je désirais. Tu vois ? Ouais. Et c'est ce qui m'a orienté dans ce circuit-là. Oui, c'est aussi une stratégie de... Quand tu sais pas trop où aller, tu sais que tu veux pas aller là-bas. Le fait de pas savoir fait qu'on accepte un peu tout, on est un peu dans le brouillard. Le fait de savoir que je ne voulais plus faire ça a tout de suite éclairci mon futur. Ouais. Je me suis dit, c'est peut-être là qu'il faut aller. Et je suis allé le plus loin possible, c'est-à-dire Los Angeles. Et ça te faisait pas peur d'arrêter quelque chose ? Enfin, je sais que moi, j'ai fait de la mode à Londres pendant un semestre, parce que j'ai pas duré. Quand j'ai arrêté, j'ai eu l'impression que c'était... c'était pas un énorme échec, mais en tout cas, c'était quelque chose que j'avais foiré, et que ça a été dur pour moi de jeter ça loin et me dire j'arrête la mode, maintenant je vais faire de la science politique, sachant que ça faisait 10 ans dans ma vie que je voulais faire de la mode et que c'était un rêve de gamine. Mais l'arrêt d'un projet comme du coup mes études, ça a été très difficile à gérer pour moi. Alors là, moi, c'était plus simple parce que c'était un job que je détestais, quoi, être liftier. Ouais. Donc l'arrêter, c'était vraiment une libération pour moi. Mais par exemple, sur tes autres projets, quand tu te dis j'aime bien ça, mais du coup je vais passer sur ça. Ça m'est arrivé. J'ai vraiment des fois arrêté des collaborations ou arrêté des choses ou revendu des parts d'un tel ou tel projet. Il y a toujours un petit pincement parce qu'on y a passé un segment de temps plus ou moins important, donc il y a un pincement. Mais si on l'a fait, c'est parce que
il y avait une meilleure raison. Il y avait une raison hyper importante, c'est de vivre quelque chose de différent et de plus fort par rapport à ce qu'on désire, par rapport à nos désirs. Moi, il m'est arrivé d'arrêter certaines choses. Je réfléchis. Je me souviens avoir arrêté un projet de théâtre parce que je voulais plus me concentrer sur le jeu et le truc. Alors, j'ai eu un pincement au cœur parce que j'adorais le projet. Mais en regardant derrière, je me dis, bah non, au final, j'ai bien fait. C'est vraiment le temps de réflexion qui a fait que, en regardant derrière moi, je me suis dit, bah non. Mais j'en parlais, ça fait la même chose dans une relation de couple. On se sépare de quelqu'un, c'est difficile. Que la personne parte ou qu'on parte, c'est difficile dans les deux cas de figure. Mais le temps est comme une sorte de pansement qui fait que quand on regarde derrière, on se dit, oh, au final, moi j'ai bien fait. Mais sur le coup, c'est dur. Voilà, mais ça m'arrivera toute ma vie. Il y a des projets dont je me suis éloigné. Même encore aujourd'hui, je regarde, j'ai un petit pincement. Mais je me dis, si je l'ai fait, c'est parce que c'est ça qui est plus important pour moi aujourd'hui. Donc je me dirige vers ça. Ouais, t'arrives à pas être dans une logique de regret. Non, pas pour le moment. De remords parfois, mais le remords ne devient pas un regret. Je me dis, bon, j'aurais peut-être dû le faire différemment, mais voilà. Mais j'avance, c'est fait en fait. On peut changer le futur, on peut changer le présent, mais difficilement le passé. Bien sûr. Donc du coup, pourquoi s'en faire ? Yes. C'est fort. Est-ce que tu me disais ça ? Pourquoi s'en faire ? Si tu peux rien y faire, pourquoi s'en faire ? Si tu peux faire quelque chose, bah tant mieux, pourquoi s'en faire ? Et si tu peux rien faire, bah pourquoi s'en faire ? Ah non, mais tu m'avais fait un petit schéma sur mon carnet, et de temps en temps, parce que moi je suis une personne hyper angoissée, mais tout le temps, c'est-à-dire que je remets tout le temps en question ce que je fais. Et ton petit dessin que tu m'avais fait, où du coup tu me faisais souci, on peut le régler maintenant ? Oui, non, nan. Enfin, j'aimerais bien que tu le réexpliques. En gros, c'est simple. Partons tous, ceux qui écoutent, peut-être que vous avez un souci en ce moment. Donc la première question que je vous pose, c'est avez-vous un souci ? Si vous me dites non, je n'ai pas de souci, je dis pourquoi vous en faire ? La vie continue. Si vous me dites oui, il y a un souci, ma question est la suivante. Pouvez-vous résoudre ce souci ? Comment ? Je ne sais pas, mais pouvez-vous le résoudre ? Vous me dites oui, alors pourquoi s'en faire ? Et si vous me dites non, je ne pourrai jamais le résoudre, je ne peux pas le résoudre, je vous dis pourquoi s'en faire alors ? Parce que franchement, ça sert à rien. Mais je sais que c'est facile à dire comme ça, parce que forcément, il y a des émotions aussi. On est, moi le premier. Mais au fond, à chaque fois, je reviens à ça, je me dis, tout ce mouron, tout ce truc qu'on peut avoir en nous, quand on y réfléchit, quand on ne peut pas résoudre le truc ou qu'on peut le résoudre, je me dis, mais pourquoi on s'en fait ? Pourquoi se faire du mal ? Pourquoi tourner en rond dans le sens où, de toutes les manières, si on peut agir, voilà, on agit. Si on ne peut pas agir, voilà. Pourquoi s'en faire ? Pourquoi gâcher ce moment de vie ? Après, des fois, on peut avoir du plaisir à se faire du mal, mais ça m'arrive aussi. Des fois, je me dis, j'aurais bien aimé que, mais voilà. Mais du coup, c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast avec Arthur, parce que je pense qu'on réfléchit quand même beaucoup à notre futur et que c'est une grande source de stress, même une des plus grandes. Et on essaie de voir d'autres personnes pour que l'angoisse baisse, mais ma question, c'est surtout, est-ce que toi, t'es quelqu'un d'angoissé ? Oui, en fait, ouais, beaucoup. Ça se voit pas. Oui, non, ça s'entend pas. Vraiment pas. Je m'en sers comme un moteur, en fait. Dès que j'ai peur de quelque chose, je m'en sers comme un moteur en me disant, utilise ça pour ne plus avoir peur. Je vous donne un exemple tout simple. Quand j'étais petit, j'avais une peur. Vraiment, la peur, j'ai eu un jour un trac qui était vraiment insurmontable pour moi, de jouer de la flûte en public. Donc c'était au collège, j'ai eu extrêmement peur, j'ai senti que j'avais le crack de ma vie. Et je me suis dit, ça, je vais le ressentir à chaque fois. Mais à chaque fois que je vais monter sur scène, à chaque fois, je vais avoir peur. Donc du coup, j'ai fait ce travail de faire en sorte de ne plus avoir peur. Et au final, aujourd'hui, je me sens sur scène un peu comme chez moi. Je me sens bien, je discute avec les gens, je suis cool. Mais cette transformation, elle s'est faite par justement le fait de se dire, je n'ai plus envie d'avoir peur. Donc, quand je sens une angoisse, il y a deux choses qui se passent. Soit je laisse l'angoisse continuer, mais ça me rend vraiment pas heureux, parce que du coup, on repense au futur, au présent, on se dit qu'est-ce qui va se passer demain, est-ce que je vais y arriver, qu'est-ce que je vais devenir. Et quand je fais l'inverse, je me dis mais non, allez, on y va, on active tout ce qui est possible pour que ce projet existe et devienne quelque chose. Du coup, je suis dans le combat, donc la peur, elle se diminue.
Et elle n'existe pas parce qu'elle n'existe presque plus. Alors c'est sûr que si j'ai des non plusieurs fois, forcément elle se réaccentue, mais le fait d'être toujours dans le combat fait que ce serait un petit peu comme partir en guerre et tu as la personne qui se dit oh là, il y a l'armée qui fonce sur moi et qui a peur que son château soit complètement dépouillé, détruit, tout ça. Et puis tu as celle qui se dit allez, on va au combat. Bien sûr qu'elle a peur quand elle va au combat, mais elle est en plein dans le feu de l'action. Elle pense pas au château qui va être détruit, elle n'a pas le temps de penser à tout ça. Parce qu'elle est dans le feu de l'action de je dois faire la guerre. Donc d'une certaine manière, je pense qu'il y a deux manières de gérer l'angoisse. Une manière de peut-être se laisser un peu envahir, ça fait pas du bien, et voir si ça peut être un déclencheur, et des fois de se dire non, j'allume la flamme pour que j'essaie de combattre cette peur, cette angoisse, de monter sur scène, de faire ce projet, de vivre. Parce que des fois on peut avoir peur de se dire qu'est-ce qui va m'arriver demain, qu'est-ce que je vais faire demain, voilà. Par exemple, il y a un mot qui est très intéressant, c'est le mot échec. Moi, je ne l'ai jamais considéré comme le mot échec comme un échec. Je ne me suis jamais dit échec égale échec. Je me suis toujours dit échec égale mauvais résultat. Et en fait, je me dis, ce n'est qu'un échec qu'à partir du moment où je le transforme en échec. C'est-à-dire, je suis sur un projet, je l'abandonne. Oui, là, je peux considérer que ce projet est un échec. Mais si je me fais un projet qu'on me dit c'est pas bien, 1000 fois, jamais je me dis que c'est un échec parce que je continue à me battre pour ce projet-là. Et le jour où on me dit c'est bon, ça devient une réussite. Tu vois ? Donc l'échec, en fait, cette capacité où on met ce mot échec, je pense que c'est au moment où on abandonne quelque chose, où on dit c'est derrière nous. C'est bon, j'arrête. Là, on peut se dire j'ai abandonné, c'est un échec. Mais tant qu'on n'abandonne pas, pour moi, ça continue. Je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était... Voilà, c'est Philippe Cadic qui disait « La réalité, c'est ce qui vous reste quand vous cessez d'y croire. » Voilà. Et je trouve cette phrase hyper intéressante, en fait, de se dire que, au fond, si tu arrêtes ton projet, tout ça, la réalité, voilà, c'est que ça se termine là. Tant que... Moi, il y a des projets qui ont mis 10-15 ans à se monter. Et tant qu'il y avait quelqu'un pour y croire, pour avancer, le projet existait et un jour existera réellement. Voilà. Donc j'ai jamais vraiment lâché. Comment tu fais pour croire à un projet pendant 10-15 ans ? Enfin, je me dis qu'il y a des phases d'enthousiasme et d'autres moins, mais... En fait, c'est un projet, on le travaille, on le met un peu de côté, on le reprend, on le reformate, on rencontre des gens, on leur en parle, on discute avec eux, ils nous disent « Ah, ça, change-le. » Tu fais « Oh, c'est une bonne idée. » Tu rechanges le truc. Et ainsi de suite. Et comme ça, avec des va-et-vient. Puis des fois, il s'endort un peu. Et puis un jour, il y a une personne qui dit « Oh, mais c'est génial, viens, on le fait. » Et hop, le projet existe. Et la plupart des projets, comme le Bon Nerd, par exemple, ont mis 9 ans, je crois, le Bon Nerd a existé. Parce qu'à l'époque, filmer du jeu de rôle, voilà, c'était pas forcément... Internet n'était pas ce qu'il était il y a 9 ans. YouTube n'était pas ce qu'il était. Aujourd'hui, l'actuel play est devenu hyper à la mode. Donc, c'était le bon moment. Mais ce n'était pas il y a 9 ans. Ou alors, ça n'aurait pas été le bon moment. Et on l'aurait fait entre potes autour d'une table. Là, c'est mieux produit, je pense, que l'idée de départ. Donc, c'est juste... C'est terrible de dire ça, mais la patience, des fois, a du bon. Et je sais que c'est très dur quand on a un projet d'être patient. De se dire, ah ok, voilà, la patience, ça a parfois du bon. Moi, j'ai un peu peur de la patience parce que souvent, la patience devient une manière de remettre la chose à plus tard et de ne jamais s'y mettre. Mais il ne faut pas la confondre avec, je pense, procrastination. Ouais. Tu vois, il y avait quelqu'un qui disait il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. et Churchill disait roulez doucement, je suis pressé. Ouais. J'aimais bien cette phrase. Oui, des fois on le remet de côté, mais je ne l'ai jamais oublié. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je pense que là où tu as raison, c'est que oui, si tu le mets dans un truc et tu dis ouais, je verrai plus tard et que tu as démarré quelque chose, tu le mets dans un coin et tu l'oublies, oui, là c'est le cas. Ça va se transformer en ça. Mais j'ai jamais oublié ces projets-là. C'est-à-dire que je les ai toujours pas loin de moi en fait. Et tous les projets que je voudrais faire demain, ils sont vraiment pas loin. Donc c'est vraiment voilà, c'est cette petite flamme qui va faire que ce projet va exister ou pas. Mais cette flamme, je sais pas quand elle va arriver. Voilà. Des fois oui, des fois... Puis la dernière fois, on en avait parlé. Enfin, je pense que toi et moi, on est plutôt d'accord sur le fait que tout arrive pour une raison, en fait. Donc, si c'est censé se passer, ça se passera. Et sinon, c'est juste que c'était pas meant to be. Ouais, tout à fait. Mais je suis persuadé de ça. Qu'à un moment donné, quand je regarde derrière moi, je me dis, mon Dieu, tous ces chemins que j'ai pu prendre et que, bizarrement, je me dis, mais il y a une sorte de part de magie.
Mais carrément. De magie. On se dit, tiens, je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Je pensais pas que j'ai rencontré cette personne à ce moment-là. Je pensais pas que à ce moment précis où les portes du métro se referment et on voit un vieil ami, je veux dire, je vais sortir et je vais lui dire bonjour, et tout d'un coup on se rend compte que ce bonjour a fait qu'on boit un verre avec d'autres, et puis il y a un projet qui naît. C'est tellement fou en fait. Des fois, quand j'y repense, je me dis, mais si j'avais pas franchi par exemple cette porte au moment où elle se referme de métro, quelle vie j'aurais eu. Et en pensant à ça, je pense à tous ces moments où j'aurais pu dévier à côté, et ça rend fou. Ça fait 50 000 destins possibles. C'est trop, c'est trop pour moi. Je me dis, bon, ok, je suis ma route, et puis on voit où elle mène. L'idée, c'est d'avoir une route qui... Il y avait une phrase que j'aimais beaucoup qui disait « Et ne pas, au moment où la mort viendra, découvrir que je n'ai pas vécu ». Et j'aime beaucoup cette phrase-là, de me dire qu'arriver à la fin de nos vies, de se retourner, de regarder en arrière et de se dire au final, c'était sympa. Et je pense que ça, c'est réussir sa vie, c'est regarder en arrière et dire c'était sympa, quoi. C'était vraiment cool, j'ai pas de regrets. Je pense que d'arriver à la fin de sa vie et se dire j'aurais dû faire ça, j'aurais aimé faire ça. Ça, je pense que ça, c'est dur. C'est difficile parce que la vie passe vite, elle passe très très vite, et on sent une accélération à partir de 30 ans, bizarrement. Au moment où on passe 30 ans, j'ai l'impression d'une accélération, peut-être parce que c'est le moment où on doit avoir une étiquette de vous faites quoi dans la vie, vous habitez où, et tout ça. Donc j'ai senti cette accélération, et 40 ans, presque tout est joué. Donc là, on est encore en train de jouer un truc, et puis voilà, 50, 60, puis à un moment donné, 60, on vous dit plus que... Voilà, ça y est, c'est fini. Donc du coup, c'est fini, il y en a qui travaillent jusqu'à 80 ans. Clint Eastwood, il continue à réaliser, je sais pas l'âge qu'il a, mais voilà. Mais il y a ce moment où, il faut vraiment saisir le truc, et voilà, continuer, ne pas avoir de regrets, y aller. Parce que de pas le faire, c'est peut-être le regretter plus tard. Le faire, au fond, on a un résultat, il est bon, il est mauvais, on voit ce qu'on en fait, mais... Oui. Ne pas faire, je trouve que c'est peut-être... sauf si on n'a pas envie de le faire, mais si c'est un projet qu'on a envie de faire et qu'on a peur de le faire ou autre, je trouve que c'est peut-être un peu dommage. Non, carrément. Moi, ça me rassure, parce que le nombre de fois où je me suis embrouillée avec des potes qui me croyaient pas sur tout arrive pour une raison. Je regarde Arthur parce que il en a fait partie à un moment. Aujourd'hui, je sais plus ce que t'en penses, mais pour moi, ce que je dis, c'est tout le temps que c'est ce qui m'aide à dormir la nuit aussi. Ça me donnait une raison sur... c'est un peu mon sens de la vie pour moi. Ouais, une confiance dans le futur. Ouais, c'est ça. J'avais un ami, Navo, il dit il y a des gens qui ont des projets, et ces projets, ils sont milliardaires dans leur tête. Ouais. Voilà, ils disent c'est le meilleur projet du monde. Ils ne le font pas, et donc dans leur tête, ils disent mais ça gagne ce projet, c'est des millions. Ils sont millionnaires dans leur tête. Et pas au moment de la réalité de se dire est-ce que ça vaut vraiment des millions, pas de l'avoir testé. Voilà. Toi, il y a des trucs, des projets que tu as en tête en ce moment, où tu as encore peur de le faire? Non, généralement, j'en parle très rapidement. Dès que j'ai un projet, que j'ai envie, j'en parle, et je vois ce qui se passe. Dès qu'il y a un truc qui me passe par la tête, je fais quelque chose, je fais une ébauche, et je vois ce qui se passe. D'accord. Soit on me demande d'aller plus loin dans l'ébauche, soit on me dit c'est pas le moment, et je le retravaille, j'essaie de comprendre, je le remontre à quelqu'un. Mais généralement, je vais vraiment vers la réalisation du projet le plus... voilà. J'essaie de vraiment me mettre dans le concret. Mais a priori, rien n'est irréalisable, quoi. Tu te mets pas des barrières a priori? Je pense pas qu'il y ait quelque chose bien sûr, si tu me dis demain je dois aller sur Mars, être le premier homme sur Mars, ça va être plus compliqué que mais pourquoi pas, mais voilà, selon le projet, rien n'est irréalisable, quoi. Si on embrasse cette voie-là, qu'on se forme à ça, après ça dépend, il y a peut-être des mecs qui à un moment donné disent à 99 ans je vais aller sur Mars, c'est peut-être plus dur là. Oui. Mais il y a un côté réaliste. Aujourd'hui, les projets que j'ai envie d'initier ne sont pas des projets compliqués, quoi. Enfin, pour moi. Enfin, ils le sont, mais ils sont pas irréalisables. Mais ça pourrait le sembler. Enfin, rien que bosser dans l'audiovisuel, il y a un truc un peu irréalisable là-dedans. Alors que pourtant, je suis né à Paris, et du coup, je bénéficie de plein de trucs. Et moi, extérieurement, je trouve pas du tout que ce soit irréalisable, tu vois. Oui. Mais je peux comprendre qu'après, quand de mon point de vue et du tien, forcément, moi, j'y suis tout le temps, donc... ça me paraît simple, mais demain je me dirais tiens, j'ai envie d'aller faire de la médecine et je me suis pas formé. Voilà, toi tu as l'avantage d'être formé dans l'audiovisuel, de vouloir faire ce métier là, donc
pour moi, je vois pas forcément de... Oui. Voilà. De frein. Est-ce que tu te sens adulte, Damien? Non, je me suis jamais vraiment senti au fond adulte, bizarrement. Je me suis toujours senti plus proche de l'insouciance, donc du monde des enfants. Et je me sens, et j'ai l'impression d'être contraint de l'être dans la réalité des choses. C'est-à-dire, quand tu payes des impôts, t'es adulte. Quand tu as une responsabilité vis-à-vis d'autres, de tiers, de trucs, t'es adulte. Quand je produis quelque chose, je suis adulte. Mais le monde des adultes voilà, je suis contraint d'être dans cet univers-là, dans une société où on est tous dans la même société. Mais d'une certaine manière, je m'évade plus facilement dans mon monde qui est de me dire monde de jeux, monde de films, de projets autour de tel ou tel univers. Voilà, j'aime bien me dire que j'aime bien évoluer là-dedans. J'ai du mal à évoluer dans travailler demain, ça serait dur pour moi, je pense. J'ai pas l'impression de travailler vu que j'évolue toujours dans un truc qui me fait plaisir. Je fais des trucs et je pense que si demain, par exemple, on sait pas ce qui peut se passer, mais j'ai des amis qui ont été entrepreneurs toute leur vie et puis un jour ont accepté un job et qui étaient un peu comme moi, qui n'aimaient pas travailler, qui aimaient faire des projets et on travaille pour nos projets, mais comme c'est quelque chose qu'on aime, on a l'impression vraiment de vivre de notre passion ou de ce projet. Et qui ont accepté à un moment donné un job. Alors je dis, ah mince, ça doit... Et en fait, non, ils ont juste continué à s'amuser, mais dans une société qui n'est pas la leur, mais à un poste qui les intéressait. Et pour eux, ce n'est pas du travail. C'est vraiment, ils adorent ça. Et je pense que quand on aime ce qu'on fait, il y avait encore une phrase que je sors. C'est quelqu'un qui disait, si vous aimez votre travail, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. En fond, c'est ça. Si vous aimez ce que vous faites, vous allez passer du temps en disant je suis tellement passionné à écrire un mémoire sur l'Égypte antique, j'adore ça, et de lire, et de voir des documentaires, et de rencontrer des Égyptologues. Voilà. Du coup, c'est un plaisir, une passion, et c'est au fond un travail pour quelqu'un qui est extérieur. Il fait écrire sur l'Égypte antique, écrire sur ça, c'est quelle barbe. Mais pas pour la personne. C'est pour ça que chacun étant très différent, il y a des gens qui vont adorer faire tel ou tel métier. Et je me dis, tiens, c'est marrant qu'il ait aimé ce métier. Et au final, oui, si c'est sa passion, la politique, moi, c'est un truc qui ne m'intéresse pas des masses. Mais je me dis, il y a des gens qui aiment ce métier et qui en vivent et qui sont heureux de faire ça. Voilà. Ouais. Du coup, est-ce que tu es épanoui dans ton travail aujourd'hui? Ou tu sens qu'il y a des petits... Quand on est hyperactif comme moi, on a toujours envie c'est un peu comme Anakin, tu sais, dans Star Wars. Il a toujours envie de plus. C'est le côté obscur, tu vois. Alors que la force, c'est vraiment plus la sagesse, c'est de te dire, vivons le moment présent et vraiment soyons heureux de ce qu'on est en train de faire au moment présent. Moi, je pense que je dois être un chevalier gris entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, je suis très content de ce que je fais et j'adore ce que je suis en train de faire. J'adore développer les projets que je suis en train d'initier. Et de l'autre côté, il y a cette insatisfaction, toujours de se dire... il me faut un autre projet, il faut que j'avance, il faut que je fasse quelque chose, parce que j'ai peur de m'ennuyer. En fait, je pense que j'ai peur de m'ennuyer. Alors, je fais plein de projets, je collabore sur plein de trucs, peut-être parce que j'ai peur de m'ennuyer au fond, et de me retrouver à me dire « Oh mince, j'ai pas de projet », et de tourner en rond et de faire les 100 pas, parce que je n'ai pas le projet. Donc du coup, je pars sur... je dois avoir par an quinzaine, vingtaine, 25 projets par an à peu près. Et sur ces 15, 20, 25, il va y en avoir 2 ou 3 qui vont voir le jour. Voilà, donc c'est énormément d'énergie pour 2-3 projets qui vont sortir. Voilà, mais j'aime ça. Et puis après, ces projets, on les met dans un coin et ils ressortent plus tard. Voilà. Mais là, j'avais fait une liste de tous les projets que j'avais actuellement avant de venir. Okay. Et je les ai comptés, j'en avais pratiquement 20. Okay. Et sur ces 20, combien vont sortir? Combien à la fin de l'année vont voir le jour? Je ne sais pas. Oui, alors qu'il y en a déjà qui sont en train de continuer. Tu vas en lancer de nouveaux là à la rentrée. Voilà, des nouveaux, des prochains. Et je ne sais pas du tout ce qui va se passer. C'est incroyable. J'aimerais trop. Ça, c'est un truc qui m'a impressionné assez vite chez toi et qui me parle pas mal. C'est le fait que tu passes vraiment d'un milieu à un autre très facilement. Tu vois, même rien qu'avoir cette confiance dans le fait de se dire un projet, il peut être un jeu de société, un comics. Un film ou quoi,
Moi, j'ai un peu l'impression que déjà, on m'a demandé de choisir ce que je voulais faire. J'ai choisi le cinéma. Du coup, tous les projets que je vais faire seront le cinéma. Et pour faire autre chose, genre du théâtre par exemple, bah, ça va être une galère pas possible parce que c'est pas le même milieu, qu'on dit que ça communique très très peu. Et je sais pas, ton expérience, moi, me rassure pas mal là-dessus. En fait, si tout communique, si tu veux bien que ça communique. Et puis, des personnes sont dans un domaine, mais liées à un autre. Voilà, aujourd'hui, tu sais, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'était les 6 degrés de séparation. Vous connaissez ce principe des 6 degrés de séparation? Non. Entre toi et Steven Spielberg, tu as 6 personnes. Ah, bien sûr, j'adore Voilà. ce jeu. Bien Entre sûr. toi et Steven Spielberg, tu as moins de 6 personnes. 6 au plus, moins. Alors, on va faire simple. Hein. Si on faisait Steven Spielberg, donc toi, tu es là. Ouais. Moi, j'ai traité avec John Williams sur le concert de Steven Spielberg, puisqu'on a fait le concert Steven Spielberg de John Williams. Donc, ça veut dire que ça fait... Moi, je suis ton premier contact. Ensuite, j'ai l'agent de John Williams. De John Williams, Steven Spielberg. 4 personnes. Yes. Voilà. Je suis à 4 personnes. Po Lolo. Tu as 4 personnes de Steven Spielberg. What's up? Tu Tu plaises. vois. Voilà. Mais c'est bête, hein. Mais du coup, on est 8 milliards sur cette planète et il y a cette règle des 6 degrés de séparation. Je suis à 6 degrés maximum de la personne qui fait que mon projet peut se réaliser. Et sans le savoir, hein. C'est-à-dire Ouais. que là, même toi, tu vois, tu partais de là. Imagine, c'est pas moi, Mm. tu ne me connais pas. Dans ton entourage, tu as forcément une personne qui va te ramener à Steven Spielberg et au max à 6 personnes. La seule manière pour déjouer les 6 degrés de séparation, c'est que tu naisses sur une île déserte, que tu restes sur cette île déserte et que maintenant je viens de voir et je te dise Steven Spielberg, là tu dis ouais, je connais qu'une personne, c'est toi. Ah merde, bah, c'est moi, donc on est à 4 degrés. Et donc quoi qu'il arrive, tu es à 4 degrés de Steven Spielberg. Donc tu vois, c'est que ce soit n'importe quelle personne. Et donc ton projet, dis-toi que dans une sorte de distance, une sorte de périmètre de 6 personnes, ton projet, déjà rien qu'avec ton entourage proche, amis, famille, eh ben, il peut naître. Il peut, voilà. Et du coup, est-ce que t'as pas... Enfin bon, tu vas y poser une question là. Bah, moi, c'est une question lifestyle en fait que j'ai parce que c'est le genre de truc que j'adore quand j'écoute Vas-y. des podcasts. C'est quoi ta routine dans la journée? Est-ce que t'as une heure où tu te réveilles particulière? Alors, la chance que j'ai, c'est que j'ai pas de routine. Ça me rendrait très malheureux d'avoir une routine. Vraiment Ouais. extrêmement malheureux d'avoir une routine. Mais vraiment, ce serait trop dur pour moi. Ce serait trop dur et c'est l'avantage. Mais après, c'est mon caractère. Mhm. Une autre personne adorerait avoir une routine où elle fait ça. Il y a un côté confort, c'est très confortable. Il y a un côté un peu peut-être de sécurité, je sais pas. Moi, à l'inverse, j'ai besoin de ne pas avoir de routine. D'accord. Une routine, ça m'oppresse un petit peu. J'ai besoin de justement pouvoir imaginer telle ou telle chose, voilà, de voir de nouveaux horizons, d'imaginer d'autres choses, rencontrer de nouvelles personnes, de discuter. Donc, j'essaye de créer plus des premières fois qui font que ça casse la routine. Alors, première fois, j'en parle des fois, mais une première fois, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. La seconde, on va l'oublier. La troisième, on va l'oublier. Mais pas la première fois. Le premier baiser, on ne l'oublie pas. La première cigarette, on ne l'oublie pas. La première fois que vous avez eu un rapport sexuel, vous ne l'oubliez pas. La première fois que vous êtes allé peut-être dans un parc d'attractions, vous ne l'oubliez pas. La première fois que vous avez mangé telle cuisine, vous ne l'oubliez pas. Les premières fois, on ne les oublie pas. Et du coup, elles sont précieuses, ces premières fois-là. Parce que elles nous upgradent. Plus on fait de premières fois, plus on apprend de choses. Et plus ça nous amène à d'autres premières fois. Plus on reste dans peut-être une sorte de confort, moins on fait de première fois, mais ça peut être aussi tout autant confortable. Hein. Moi, mon confort, c'est justement de faire beaucoup de premières fois. De toujours tenter un petit truc nouveau, de découvrir peut-être ma curiosité. Mais cette curiosité m'amène à me nourrir d'un nouveau truc qui va peut-être créer un projet demain. Voilà. Ok. Donc ma routine, c'est de ne pas en avoir. Donc c'est pas à 6h du matin, je me réveille, je me fais un smoothie, du yoga. Non, je pourrais pas. Ça serait trop compliqué pour moi. De me dire que je dois me lever à telle heure, faire telle chose. Il y aura. Mais encore une fois, pour moi, hein, au contraire, quelqu'un qui a cette routine-là, je comprends tout à fait. Mon caractère fait que j'aurais l'impression d'être esclave d'une routine, esclave de quelque chose. Mais je dis pas que c'est pas bien. Je dis qu'il y a des personnes pour qui c'est ultra important d'avoir une routine et que c'est vital. Et c'est grâce à cette routine-là qu'ils arrivent à faire des choses formidables. Mon caractère est à l'opposé. J'ai besoin de ne pas avoir quelque chose de complètement écrit. Aujourd'hui, demain sera très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, j'avais un rendez-vous sur un projet très particulier.
Et puis hop, je suis avec vous cet après-midi. Hop, et juste après, j'ai encore un truc qui est complètement différent. Donc, et demain, ce sera aussi différent. Voilà. J'ai besoin de pas avoir de routine, de pas savoir qui je vais rencontrer. Voilà. La seule routine que je peux avoir, j'en ai une. Si, ce serait mentir de me dire que je n'ai pas de routine. Il y a une routine que j'ai. C'est le dimanche, du matin au soir, je vais jouer. Aux jeux vidéo? Peu importe, mais le dimanche, je vais jouer. Ça, c'est une routine. Ça, c'en est une. Donc au final, j'ai dit un mensonge sans le vouloir. C'est que oui, au fond, j'en ai une, c'est le dimanche, parce que c'est vraiment le jour où je m'accorde de jouer. Ça ne m'empêche pas de jouer la semaine, hein. Je peux jouer la semaine, tout ça. Mais le dimanche, c'est vraiment le truc où je me dis, c'est une journée très particulière pour moi, parce que je déteste les dimanches. Déjà parce que je trouve que les rues sont mortes. Le dimanche, ça dépend des quartiers. Mais en tout cas, moi, à Montmartre, c'est mort. Les magasins sont fermés. J'aime pas trop ça. C'est vraiment le confinement long terme. Et je sais que l'école reprend le lendemain. Bon, un autre truc qui... ça peut-être te sembler absurde, mais est-ce que t'as pas cette peur de pas être spécialiste dans un domaine en touchant à plein de trucs? Peut-être que cette question n'a pas de sens, tu vois. Non, elle en a parce que elle est fondée dans le sens où quelqu'un qui veut être archéologue dans tel domaine ou médecin dans tel domaine, il n'est pas obligé de se spécialiser encore, parce qu'on peut être médecin généraliste, mais quelqu'un qui se spécialise dans une chose, bah forcément, il va tout apprendre pour devenir spécialiste. Non, au contraire, je pense que le fait de ne pas être spécialiste me permet de ne pas avoir une étiquette où il est producteur spécialisé dans tel domaine, tu vois. Voilà, c'est le fait de pouvoir produire plein de choses me permet d'avoir le côté éclectique. Et en fait, je pense que être spécialiste dans une chose m'intéresserait pas forcément. Par contre, connaître une chose et pouvoir échanger avec des gens qui sont soi-disant spécialistes, ouais, j'ai plaisir parce que ça peut me nourrir. Mais après, moi, l'être, je peux pas dire que je suis je peux dire que j'ai des connaissances dans tel domaine et que je pense, voilà, connaître le truc à l'instant T où je te le dis là. Dans 10 ans, les choses auront changé, tu vois. Aujourd'hui, quand on produit un événement, c'est pas la même chose que quand tu le produisais il y a 10 ans. Les codes ne sont plus les mêmes. Voilà, on peut pas avoir forcément la science infuse vraiment dans un tel ou tel domaine. Je pense pas, parce que tout peut être remis en question à chaque fois. Mais je peux comprendre que quelqu'un ait besoin de l'être dans un domaine parce que c'est ce qu'il vise. Moi, comme je vise pas forcément ça, bah, ça me permet d'être complètement éclectique. Est-ce que tu peux parler de tes projets pour la suite ou pas vraiment? Oui, je peux en parler. Là, il y a... alors, pas de tous. Bien sûr. Pas de tous, mais de certains. C'est ceux qui sortent, généralement, parce que c'est plus sympa de parler de ceux qui vont sortir que ceux qui ne sortent pas. Alors, il y a un projet là qui est en train de toucher à sa fin. C'est si vous aimez les enquêtes policières. Il y a un projet qui s'appelle Malfos, MALFO2SE, et voilà, sur les réseaux sociaux partout. Et en gros, vous avez 3 affaires de meurtre à différentes périodes dans un petit village. Et le but, c'est de trouver qui est l'assassin. Et il y a 11 supports possibles, un livre, une application audio, une série audio, une série audio, enfin il y a plein de choses, un jeu de société, un documentaire, et puis vous utilisez ces supports pour résoudre les énigmes. Donc là c'est la fin de la saison 2, donc, qui est en train de s'achever là, et on peut rentrer à n'importe quel moment de l'enquête, il n'y a pas de souci. Et j'ai rêvé de faire un concert sur les musiques et les personnages de films d'horreur. Et donc ça sortira le 31 octobre 2021 à Paris au Palais des Sports, puis après en tournée dans toute la France. Ouais. Et ça s'appelle Horror Night. Et en gros, on va avoir peur en fait. Vous allez rentrer dans une salle, il y a forcément un orchestre symphonique qui va vous jouer les plus grands thèmes d'horreur, mais pas seulement. Mon angoisse. Un écran, des extraits et tout autour des choses pour vous faire peur, pour vous faire crier. Voilà, c'est la nuit d'Halloween comme... T'es assis et assis, et il va se passer plein de choses. Trop bien. Donc j'ai rêvé faire ça, et voilà. Donc il y a 2 autres projets qui arrivent. Il y en a un qui arrive là aujourd'hui à 18h. Ok. 18h, donc pour nous, 18h, pour les gens, ce sera le 18h du passé. Il y a une chaîne qui s'appelle 1 an 27 mecs, qui vient de là, tout juste de se créer, vous pouvez y aller. 1 an 27 mecs, et c'est une expérience qu'une jeune femme a réalisée. Elle est allée, voulait rencontrer absolument l'amour. Le vrai, celui qui nous emporte pendant, comme nos grands-parents et grands-parents pendant des décennies. Et donc, du coup, elle s'est livrée à une expérience d'aller rencontrer, que ce soit sur des sites de rencontres, dans la vraie vie, partout, voilà, pendant 1 an, beaucoup de profils, et peut-être de découvrir l'amour. Et à chaque fois, il va sortir une thématique de ça. Et c'est sur YouTube, TikTok et Instagram, et ça s'appelle 1 an 27 mecs.
Voilà. Et pendant 1 an, vous allez avoir l'expérience de profil. Vous allez peut-être reconnaître des profils, reconnaître des moments de vie que vous avez peut-être vécu dans votre vie. Comment elle a rebondi par rapport à ça. Voilà, je trouvais que ce projet était très joli. Et voilà, il sort à 18h, premier épisode ce soir. 1 an, 27 mecs sur YouTube. On va la regarder ça fort. Ah oui, Voilà. fort, ça c'est Et le clairement premier épisode mon- est sur le ghosting en plus. Ok. Ah, Vous connaissez le j'adore. principe du ghosting. Oui. Bien sûr. Ça fait mal. Ça fait mal. Et bah voilà, elle, comment elle a rebondi par rapport à ça. Et je trouve que c'est très joli. Et ensuite, un autre projet qui arrive dans les quelques semaines. Donc pour moi, c'est le futur. Pour vous, je vous le dis là, c'est le présent. Aussi, c'est un peu le futur, puisque Ouais. ce sera dans le futur. Mais pour ceux qui nous écoutent, ça sera peut-être le présent ou le passé. C'est ça qui est génial. Je n'ai pas encore le nom de la chaîne. Exactement, mais en gros, c'est de répondre à des questions sur certains films, mais vraiment avec le réalisateur cette fois. Je vous donne un exemple, qui est le tueur dans Blair Witch? On aura la réponse, le truc, il y a une théorie qui est mise en avant, elle est testée, alors c'est des mois et des mois de travail, et on demande au réalisateur, on lui montre la théorie, et il nous dira oui ou non si c'est vrai. Donc maintenant, c'est une chaîne qui va vous donner les réponses aux questions qu'on attend depuis, voilà, est-ce que dans Inception, est-ce que dans Basic Instinct, le tueur c'est lui ou elle, voilà, vous allez avoir les réponses, et d'abord la théorie, et puis la réponse après par le réalisateur. Donc c'est une chaîne qui va arriver dans pas longtemps, et que j'adore, parce que c'est vraiment lié au cinéma. Ah, ça c'est excitant. Puis elle est réelle. Ouais. Voilà, et les réals après, qui disent, bah, soit c'est génial, bravo les gars, vous êtes des génies, soit vous avez fumé, et on se dit c'est pas grave, parce que la théorie était chouette, donc ça tient la route. Bah moi c'est bon, j'ai plus trop de questions. Moi non plus. Bah, j'aimerais te remercier d'être Ouais. venu. Vraiment, c'est. Merci. Merci beaucoup. Bah merci À vous. beaucoup. À très vite. Yes. Merci d'avoir écouté ce 2e épisode de Tant que tu kiffes, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à Damien pour sa confiance et sa bienveillance. Merci aussi à Alpha Marchans pour le générique. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. Mais aussi sur notre Insta. Ce podcast est produit par Phil Familia, une plateforme qui rassemble de jeunes artistes entre 18 et 25 ans. Là-dessus on vous laisse. Salut, Plein de bisous. à bientôt.